pour vous, quel héritage politique, justement, le président Folgoe laisse? L'héritage qu'il laisse, je pense que le président Folgoe a été l'un des meilleurs disciples que le président Houphouët-Boigny a laissé. Il y a beaucoup de disciples, il y a de grands disciples, mais je pense que le président Folgoe compte parmi les plus grands disciples, en tout cas l'un des plus actifs. Et le président Houphouët-Boigny disait lui-même que dans notre monde, il y a deux personnages qui n'ont jamais écrit, mais qui sont les plus lus. Il parlait de Mohamed et de Jésus. Et il disait que lui, c'était effectivement ceux qui le suivaient et qui devraient écrire. Très peu ont écrit. Même les quelques rares qui ont écrit, c'est peut-être quelques articles, quelques ouvrages que le président méritait. Donc nous tous, c'est des reproches que nous nous faisons nous tous, parce que nous tous, nous avons été des proches du président Houphouët-Boigny, des adeptes du président Houphouët-Boigny. On aurait dû écrire, mais très peu ont fait ce que mérite le président Houphouët-Boigny. On ne l'a pas fait. À part un de mes amis universitaires qui était journaliste, on est promotionnaire de formation, il a fait Lille, Frédéric Gramel qui a fait des grands tomes sur le président Houphouët-Boigny et le PDCIRD. À part lui, qui n'était pas très très proche du président, c'était un intellectuel, c'était un journaliste, mais ceux qui ont travaillé avec Houphouët-Boigny en tant que journaliste, en tant qu'homme politique, n'ont pas fait une œuvre abondante sur lui. Y compris le président Folgoe, c'est vrai, il a fait beaucoup d'articles, comme beaucoup d'entre nous avons fait des commentaires à la RTI, etc. Mais en ce qui concerne l'écriture des ouvrages, on en fait très peu abondamment. Mais le président Folgoe, ce qu'il a ajouté par rapport aux autres, c'est qu'il a créé une école de la paix. Le président Houphouët-Boigny était un homme de paix. Il ne l'a pas rendu public. Mais quand je suis revenu du Ghana, d'exil, je suis parti en exil en 2011, comme tout le monde. Quand la crise s'est aggravée, qu'on a commencé à tuer, et qu'il y a eu ce déferlement de foule vers les frontières de la Côte d'Ivoire, dont beaucoup d'entre nous faisions partie. Quand je suis revenu 3 ans après, nous avons travaillé ensemble sur un projet sur lequel on a longtemps travaillé, j'ajoute encore. Et il dit, pour lui, s'il avait eu les moyens, et s'il avait eu la santé, et s'il a eu la paix de l'esprit, parce que, il faut le dire, il n'est pas parti du RPP pour rien, parce qu'il n'avait rien. Il n'avait rien. Pour diriger un parti, il faut un minimum de moyens, surtout quelqu'un comme lui qui a occupé d'importants postes, non seulement avec le président Houphouët-Boigny, avec ses successeurs. Il avait sa pension qu'il n'avait pas à percevoir. Bon, je pense que les gens comprendraient pourquoi. Donc, il a dû renoncer en partie à la politique et nous a dit, bon, vous êtes jeune, je ne peux pas vous partir avec vous en même temps et vous demander de renoncer, vous faites ce que vous pouvez, et le jour où vous aurez les moyens, vous ferez davantage. Donc, nous avons un projet d'école de la paix. Et il avait commencé à le faire, c'est-à-dire que ces discours sur lesquels il avait travaillé et qu'il avait rendu public à divers événements depuis qu'il avait commencé avec le président Houphouët-Boigny, il avait chargé certains d'entre nous de commencer à rassembler ces discours-là qui devaient constituer la première base de l'école du parti. Il a même pris des contacts avec des Européens, des financiers, etc. Donc, je pense que tout le monde comprend. Quand on écoutait un discours de Folgoe, du point de vue de la politique, c'est une œuvre didactique qui enseigne aux gens l'apprentissage de l'exercice et du vivre de la paix. Donc, c'est un plus et nous devons relever ce défi, que ce soit nous ou d'autres, de travailler sur le projet et de transmettre à ceux qui peuvent et de chercher des personnalités intérieures ou extérieures qui peuvent nous aider à mettre en œuvre effectivement ce projet d'école de la paix. Est-ce que justement concernant ce projet-là,
vous parlez de personnes extérieures qui vont apporter, mais est-ce qu'au niveau du parti, il y a déjà quelque chose de concret qui est... Ah non, on va commencer à travailler sur ça. C'est-à-dire que le dossier, c'est un projet. C'est-à-dire que le projet lui-même n'est pas encore rendu public. C'est-à-dire que c'est 2 ou 3 personnes qui savaient qu'ils travaillaient sur un dossier de cette nature. Et je le dis aujourd'hui, je pense que dans les mois à venir, on va peut-être commencer à mettre sur pied des petites équipes qui vont commencer à réfléchir, qui vont prendre des contacts, comme le président Fago lui-même le faisait. Vous me posez la question, je vous le dis parce que je vois que, effectivement, j'entends, je vois aussi que des gens se posent des questions de savoir bon, mais pourquoi finalement il avait créé le RPP. Lui-même a dit, d'après ce que je lis dans certains journaux, venant de certaines personnes d'autres partis, que on aurait poussé à créer le parti, c'est possible, mais il a un projet important qui est plus qu'un ouvrage. Je pense qu'une école sur la paix est plus qu'un ouvrage sur la paix. À tout le moins, à peu près semblable. Voilà. D'accord. Alors, pour revenir un peu au parti, et à vous-même, Monsieur le Président, depuis l'épisode du CNT, de la présidentielle de 2020, voilà, on n'entend plus le président Nizier, on n'entend plus le RPP. À quoi cela est dû? Ce n'est dû à rien. C'est dû au contexte que nous vivons. Nous venons de finir l'élection présidentielle en décembre. En décembre, je pense. C'était en octobre. En octobre. Et puis après, il y a eu les élections législatives il y a quelques mois. Donc, après, il faut réfléchir. C'est-à-dire, on ne sort pas d'un combat comme celui que nous avons vécu en 2020, qui est un combat inédit, je dois dire, politiquement en Côte d'Ivoire, et même du point de vue de la violence, à part effectivement la crise post-électorale de 2010. À part ça, mais encore là, je pense que c'était très violent. Très violent. Et là, 2010, c'était les forces de sécurité qui combattaient les hommes politiques, les citoyens, de quelque nature. Mais cette fois-ci, ce sont les hommes politiques qui se sont organisés et qui ont été attaqués par les forces de sécurité pour ce que vous savez. Donc, quand on sort de ça, c'est nous, hommes politiques, qui avons réfléchi. Qui, pour la première fois, l'opposition en Côte d'Ivoire était unie. Et on pensait que, bon, on aurait eu les résultats mieux que ce qui s'était passé en 2010. En tout cas, meilleur qu'en 2010. Nettement meilleur parce que, alors qu'à l'époque, l'opposition était désunie, pour une fois, en 2020, l'opposition était réunifiée. Et aucune exception, toute l'opposition était ensemble. Parlait d'une seule voix. Donc, malheureusement, le troisième mandat a été maintenu dans les conditions que vous savez. Lorsqu'on sort, effectivement, d'un combat, c'était un véritable combat comme celui-là, il faut s'installer, il faut réfléchir et voir quelle voie on doit prendre et qu'est-ce qu'on doit faire désormais. Parce que je pense que chacun d'entre nous, et même je pense nos concitoyens, pensaient que pour une fois, on avait trouvé la solution. Si on n'y est pas parvenu, il y a certainement des raisons. Il faut réfléchir et trouver une solution. On ne va pas s'asseoir pour pleurer, pour dire bon, on fait la politique. On va faire la politique, mais il faut réfléchir. Mais il faut réfléchir et il faut avoir des résultats qui puissent être probants pour la prochaine fois. Mais il ne faut plus se remettre dans une voie. Mais il est évident qu'on ne va pas renoncer aussi à l'union des partis d'opposition. Mais il faut voir dans quelles conditions cela doit se faire. Donc on ne se lève pas et puis on se précipite comme ça dans le trou. Il faut bien réfléchir et voir où on met les pieds. Oui, vous avez salué l'union de l'opposition. Tout à fait. Mais aussi, vous relevez une sorte, j'ai envie de dire, un échec du CNT. C'est ça, justement. Mais il faut se poser la question. Voilà. Donc, chaque parti réfléchit. On n'est pas obligé de se remettre ensemble pour réfléchir. Chacun réfléchit de son côté et on verra si on doit se rassembler pour mettre en commun cette réflexion-là et les solutions qu'on aurait trouvées, si elles doivent être exécutées de façon collective ou de façon unitaire. Mais il est évident, il faut laisser le temps à chaque parti de mener sa réflexion. Ce n'est pas forcément une réflexion. On parviendra certainement
on arriverait à cette réflexion collective, mais elle doit commencer individuellement. Voilà. Donc il ne faut pas la faire dans la précipitation. Et le RPP a-t-il déjà commencé? Naturellement. Quels sont les non, pour l'instant, si on ne vous l'a pas dit, c'est qu'on n'est pas prêt. ça prend du temps. C'est ça. Voilà. On ne sort pas d'une crise comme celle-là et puis en 2-3 mois, on dit bon, on est prêt. Voilà la prochaine mission que nous allons faire. Voici ce que nous allons exécuter maintenant. Non. Mais, même si vous avez réfléchi, après il faut partager ça avec les membres du parti, les différentes organisations, etc., les différentes instances. On ne se lève pas comme ça. Vous formez une équipe, ou même vous seul, et puis vous convoquez les gens. Bon, voici désormais ce qu'on doit faire. Il faut une réflexion bien approfondie, avec des échanges importants avec les uns et les autres. Alors, Monsieur le Président, la situation politique en Côte d'Ivoire, au sortir du cas du RPP, c'est aussi le retour du Laurent Gbagbo le 17 juin dernier. Voilà, aux premières loges des personnalités qui attendaient, on n'a pas aperçu le président Nosier, en tout cas pour ce qui nous concerne, on n'a pas aperçu le président Nosier. Laurent Gbagbo revient sur la scène et pose des actions. Voilà. Quelle interprétation faites-vous de ces actions-là? D'abord, il va à Bama, ensuite chez le président Bidier, chez le président Alassane Ouattara. On attend maintenant la suite. Alors, quelle interprétation vous faites, vous qui avez été un proche du président Laurent Gbagbo, on va dire, en 2010? Je voudrais dire une petite chose. On a dit qu'à son arrivée, on n'a pas vu le président Ouattara Nionzier, mais j'y étais. Le secrétaire général n'est pas là, du RPP n'est pas là. Sinon, il vous aurait fait le point. J'ai été interviewé au moins par une vingtaine d'organes de journaux, étrangers comme nationaux. Voilà, j'étais là. J'étais là avec les responsables du FPI. C'est vrai, je ne suis pas allé sur le tarmac pour recevoir le président, mais j'étais là. Voilà, j'étais là au salon. Voilà, j'étais là. Je l'ai accueilli comme tout le monde. En tant qu'ancien collaborateur, j'ai mis la communication avec lui pendant la période de la crise. Maintenant, la question c'était les actes qu'il a... Voilà, regarde les actes qu'il pose après son retour. Voilà. Quelle interprétation vous faites? Bon, je pense que chaque acte doit être apprécié en fonction du sujet et de l'interlocuteur. Il est venu, il a été bien accueilli par nos concitoyens. Ce n'étaient pas les militants du FPI, mais c'est les Ivoiriens qui sont sortis pour recevoir leur président qui a été déporté en exil, emprisonné, 10 ans. Donc il voulait lui faire plaisir pour l'accueillir dans les meilleures conditions. Malheureusement, vous savez ce qui s'est passé, qu'il y a une grande partie de nos compatriotes qui, en allant à cet accueil, ont été poursuivis, il y a eu des blessés. Je ne sais pas s'il y a eu des décès, je ne sais pas moi. Parler de décès, je n'ai pas vu la confirmation, mais je pense qu'en tout cas, il y a des blessés graves. Peut-être sans doute des décès si on en a parlé. Et le premier acte qu'il a posé, c'était un acte familial. C'était un acte familial, sa mère est décédée alors qu'il était absent. Effectivement, pour n'importe quel Africain, une mère, c'est quelque chose d'important. Donc, il est allé s'incliner sur la tombe de sa maman, il est allé dans son village. Je pense que pour n'importe quel Africain, c'est ce qu'il aurait certainement fait. C'est ce qu'il aurait certainement fait. Et là encore, nous avons vu que tout au long du parcours, menant d'Abidjan à Mama, son village, en passant par le village où est enterrée sa génitrice, nous avons vu comment les Ivoiriens sont sortis abondamment pour souvent freiner son parcours. Il est parti ici, m'a-t-on dit, avant l'après-midi, mais il est arrivé en début de soirée. Donc c'est la preuve que l'homme est resté très populaire et que les Ivoiriens sont reconnaissants d'avoir passé le parcours que l'on sait pendant la période qu'il a dirigée
notre pays. Ensuite, il est allé rencontrer le président Bédié. D'après ce qu'il a expliqué lui-même, ce qui est clair, il dit qu'il était dans le malheur. Le président Bédié, d'abord, a délégué des collaborateurs qui s'y sont rendus pour lui dire Yako, pour le saluer. Et ensuite, le président Bédié s'est déplacé lui-même avec son épouse pour passer une journée avec lui. Donc, le retour de reconnaissance et le remercier pour cette assistance-là qu'il lui a faite pendant qu'il était dans le malheur. Et ensuite, ils ont échangé en tant qu'alliés parce que quand le président Gbagbo était en exil et que le président Bédié avait dépêché une délégation de son parti, et je crois qu'ils ont mis en œuvre des accords de collaboration. Je crois qu'ils sont allés pour revoir ces accords-là et les poursuivre. Donc des accords d'alliés. Ce qui me semble effectivement important pour la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, nous parlons de l'union d'opposition. Et vous vous souvenez que dans cette union, vous parliez tout à l'heure, le PDC y était, le FPI y était, les franges du FPI étaient et tous les partis politiques y étaient. Donc ceci me semble réconfortant pour l'avenir de la vie politique en Côte d'Ivoire. Voilà. Que cette alliance demeure, qu'elle puisse se poursuivre, peut-être s'élargira-t-elle aux autres partis si les uns les autres en sentent la nécessité. Et la nécessité. Ensuite, il est allé rencontrer le président sortant il y a quelques heures. Voilà. Et là, ça me semble être aussi une visite de courtoisie. Et la rencontre me semble s'être déroulée dans les meilleures conditions. Les meilleures conditions, d'abord, les deux hommes l'ont indiqué. La rencontre s'est déroulée dans une franche convivialité, mais on le voyait sur leur visage, et décrispé. Je pense que ça ne peut pas se passer du mieux que cela. Voilà. Donc il faut s'en féliciter. D'accord. Maintenant, si vous voulez en savoir davantage, parce que je ne peux pas parler seul comme ça, il faut savoir ce que vous souhaitez savoir. Voilà. Il faut savoir. Non, oui, justement, parlant de l'union, de la rencontre Bédié Ouattara, vous avez parlé de la nécessité pour certains partis de collaborer, de rentrer dans cette collaboration-là. Voilà. Quelle est la position du RPP, justement? Mais nous, pour l'instant, comme je vous l'ai indiqué, nous sommes en train de faire, comme beaucoup de partis nous l'ont dit, de poursuivre la réflexion. Sur les conséquences de ce qui s'est passé en 2020 et ce qu'il faut en faire pour sortir de cet échec-là. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas encore terminé, nous n'avons pas encore rendu public même les grandes idées. Voilà. Moi, en tant que président, avec le secrétaire général et peut-être 2 ou 3 personnes, sont en train de travailler sur les documents de base que nous allons proposer à quelques instances qui vont travailler dans des délais que nous allons indiquer incessamment, mais pour l'instant, ils ne sont pas indiqués. Et bon, nous allons faire la réflexion, elle durera le temps qu'elle prendra, et nous rendrons plus tard nos réflexions. Mais il est évident que nous sommes attentifs à tout ce qui se passe autour de nous. Et d'ailleurs, c'est en fonction de ce qui se passe, de ce que nous avons vécu, de ce que nous vivons depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, et les perspectives que nous voyons, c'est en fonction de cela, de ces éléments, que la réflexion va se faire. Voilà. Y compris l'arrivée du président Gbagbo, ses rencontres avec le président Bédié, avec le président d'exercice, tout cela va nourrir notre réflexion. D'accord. Alors, Laurent Gbagbo rentre. Avant de rentrer, ses partisans annonçaient qu'il était le chaînon manquant pour réussir la réconciliation
aujourd'hui qu'il est là, il adopte une démarche que tout le monde voit. Voilà. Comment commenteriez-vous justement cette démarche-là? Est-ce que Laurent Gbagbo, selon vous, pour analyser, vient prendre sa place dans la réconciliation, ou bien c'est l'homme politique qu'on a connu, la bête politique qu'on a connue, qui vient pour j'ai envie de dire, faire remuer le maillot politique? Oh, mais je pense qu'en vérité, je n'ai pas encore lu les journaux, je n'ai pas lu de commentaires, mais en ce qui me concerne, je pense que ce qui s'est passé hier, je ne sais pas ce que vos journaux ont écrit, est très important. Est très important. Je pense que ce que j'ai entendu depuis la crise post-électorale 2010-2011 jusqu'au retour du président Gbagbo, jusqu'à ce qu'il foule le sol ivoirien, tout le monde s'attendait à une situation de violence, de combat. Mais ce n'est pas ce que nous avons vu hier. C'est pas ce que nous avons vu hier. Je pense que, comme je l'ai dit, à l'entrée du jeu, lorsque vous m'avez posé la question, ce qui s'est passé hier ne peut pas se passer mieux que ce que nous avons vu. Ne peut pas se passer mieux que ce que nous avons vu. La convivialité avec laquelle la rencontre s'est déroulée n'est pas un hasard. Et je pense que les deux personnes y ont contribué. D'abord, le président Gbagbo lui-même. Quelqu'un qui est arrêté dans les conditions que nous savons, tous deux disent ce qui s'est passé derrière nous, donc ce n'est pas à nous de mettre de jeter de l'huile sur le feu. Il est arrêté dans les conditions que l'on sait, tout ce que je peux dire. Il est déporté, il est jugé, il est acquitté. Pour avoir son passeport, on sait ce qui s'est passé. Beaucoup de choses sont passées. À l'aéroport, je l'indiquais tout à l'heure, on sait ce qui s'est passé. Lorsque certains de ses partisans ou des citoyens ivoiriens, des simples citoyens, par reconnaissance à un homme qui a dirigé leur pays, partaient l'accueillir, ont été gazés. Il a contourné le salon d'honneur. Donc tout cela pouvait ressembler à des actes qui devaient conduire à une crispation encore plus forte. Mais c'est le contraire qu'on a vu. Les deux ont dit, c'est décrispé, ils s'en sont félicités. Et personnellement, moi-même, je m'en félicite. Parce que je pense que le président Gbagbo, tout comme le président en exercice, ont fait preuve de sagesse. Parce que nous savons tous que le contexte politique, économique et social en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce contexte n'est pas bon. Tout le monde peut le reconnaître, le pouvoir même peut le reconnaître. La situation est catastrophique. Je pense que si le président Gbagbo avait fait autre chose, je pense que nous ne serions peut-être pas retournés en 2010, mais on aurait retrouvé en tout cas qui aurait remis la violence dans le pays. Je pense que ni le président Gbagbo, surtout le président Gbagbo, n'a pas voulu en ajouter à la violence et aux conditions difficiles que les Ivoiriens vivent aujourd'hui, au plan économique, au plan social. Je pense que les deux ont souhaité une décrispation, mais c'est important effectivement qu'ils aillent plus loin que ça. Et je pense qu'effectivement, ils ont atténué et pour pouvoir réfléchir et aller plus loin. Voilà. Pour aller plus loin, Monsieur le Président, pour aller plus loin, selon vous, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Bon, le président Gbagbo a dit d'emblée que le sujet principal qu'il a abordé, c'est d'abord la libération des prisonniers. Ensuite, il a souhaité que la Côte d'Ivoire puisse avancer. Que la Côte d'Ivoire puisse avancer, c'est que la Côte d'Ivoire se retrouve dans des meilleures conditions de vie de nos concitoyens. Que la situation économique soit meilleure, que les conditions de vie, comme je l'ai indiqué, soient meilleures. Nous voyons qu'aujourd'hui, sur les marchés, la cherté de la vie est telle que dans beaucoup de nos contrées,
nos concitoyens ont du mal à manger à leur faim. C'est une situation terrible. C'est une situation terrible. Vient s'ajouter le contexte de la pandémie qui ralentit le fonctionnement de la société, notamment d'un certain nombre d'entreprises. Nos parents paysans ne vivent plus décemment de leur production, et tout ça, il faut revoir tout ça. Mais le plus important qui encadre l'économique, le social, c'est la politique. Il faut, et ça c'est très important. Pourquoi avons-nous échoué, l'Union a échoué pour les dernières élections présidentielles et même les élections législatives? Mais parce qu'il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas de démocratie, des règles démocratiques. Il faut que cela se fasse dans les meilleures conditions, que la Côte d'Ivoire devienne un état de droit, une justice pour tous, et que la prospérité profite à tous les Ivoiriens. C'est ça. La démocratie, l'état de droit et une meilleure économie. Il faut travailler sur ça. Et d'ailleurs, le président Gbagbo l'a indiqué. Il a dit qu'il a toujours souhaité qu'au sommet, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, les hommes d'État puissent se rencontrer lorsqu'il y a des événements. Et je crois qu'il pense à des pays comme le Ghana, dans lequel j'ai vécu, où il y a plusieurs anciens chefs d'État. Et lorsque les événements le commandent, ou certaines situations le commandent, le président en exercice appelle ses prédécesseurs et ils se concertent et trouvent des solutions. Et je pense que c'est possible en Côte d'Ivoire. C'est une forme de démocratie vraiment évoluée, qui est importante. Et je pense qu'il a souhaité cela. Et c'est entraînante. Et ça qui était aussi important. Le président Alassane Ouattara a fait une promesse. Il a dit après les fêtes d'indépendance, il pense qu'ils se rencontreront et qu'éventuellement, en poursuivant la route, ils pourront associer d'autres personnes. Alors, et il a ajouté également, quand le président Gbagbo a parlé de la libération des prisonniers, il a indiqué qu'il faut renouer la confiance. Mais la confiance, pour la renouer, c'est simple. C'est le respect des promesses. Quand un homme d'État fait une promesse, il doit pouvoir faire en sorte qu'elle soit respectée. Quand une loi est votée, il faut la respecter. Il faut respecter la Constitution. Il faut respecter les lois. Il faut respecter la justice. Il faut que la justice soit pour tous. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas que certains gouvernants ne fassent pas preuve d'abus dans l'exercice de leur mission, de leur fonction, qu'ils ne soient pas autoritaires, qu'ils soient respectueux des lois. C'est ça la confiance. Parce que si vous venez me voir aujourd'hui, nous sommes en train de parler, je vous dis, voilà ce que nous voulons faire, et puis 3 jours après, je vous dis, moi, je vous ai dit que je le ferai, mais je ne le ferai plus. Mais il y a un problème de confiance. C'est ça. La confiance, c'est de respecter la parole donnée. Le respect de la parole donnée, et dans l'état de droit, c'est le respect de la loi et du droit. C'est ça. Vous entendez parler, vous attendez beaucoup du président Alassane Ouattara sur ces questions. C'est pas moi, c'est les Ivoiriens. Moi, je me souviens que c'est la plupart des discours, quand vous voyez sur mon bureau, toutes ces fiches que vous voyez là, ce sont des fiches, parce que je suis, comme je vous l'ai dit, je sors d'une maladie, donc je viens très peu à mon bureau. Donc c'est tous les dossiers que j'avais ici avant les élections. Donc ce sont des discours ou des thèmes qu'on a abordés sur l'état de droit, sur la démocratie, sur les institutions démocratiques, etc. Donc c'est tout ce que les Ivoiriens demandent. C'est les Ivoiriens qui demandent ça. Mais c'est dans un pays normal aujourd'hui, c'est ça. Pour que les gens puissent vivre dans les meilleures conditions, que ce soit au plan politique, au plan social, au plan économique, il faut un état de droit. Il faut des institutions démocratiques. C'est de cette façon-là que les citoyens peuvent vivre librement, mais en se respectant les uns les autres, en respectant la parole donnée et en faisant en sorte que la sécurité soit pour tous.
Parce qu'aujourd'hui également, s'il y a des problèmes de sécurité, c'est ça aussi, c'est l'absence de démocratie, l'absence d'état de droit. C'est ça qu'il faut instaurer. C'est ça la parole donnée. Alors, M. le Président, peut-être on va finir par là. Vous avez parlé des situations catastrophiques, parlant du social et de l'économique. Voilà. Dans le social, il y a la question de l'éducation en Côte d'Ivoire, de l'instruction de nos enfants. Alors, hier, on a eu des résultats du bac qui sont pas vraiment révisants. Voilà. Vous qui avez été dans le gouvernement, quelle appréciation faites-vous du diplôme? Oh, mais je pense que depuis des années, en Côte d'Ivoire, ceux mêmes qui animent l'éducation nationale en Côte d'Ivoire ne sont pas tout à fait satisfaits de notre système éducatif. Ils en sont conscients, donc on ne peut pas, je dirais qu'on ne peut pas leur reprocher, ils en sont conscients. Ils en sont conscients et je pense qu'ils vont prendre les dispositions pour que nous ayons un meilleur système éducatif. Cela dit, j'ai vu que hier, après la publication des résultats du bac, certains journaux ont également publié mais cette fois-ci, effectivement, la ligne a été descendante pendant très longtemps. Et je pense j'espère que, ayant changé de responsables au niveau de l'éducation nationale, j'imagine que les instructions qui lui ont été données, c'est de faire en sorte que le système éducatif soit le meilleur possible par rapport aux années précédentes. J'imagine. Alors, critique pour critique, et puis pour revenir à la situation catastrophique, êtes-vous d'avis avec certains Ivoiriens quant aux dernières nominations du président de la République, qui a nommé des ministres-gouverneurs à la tête du district. Certains disent que c'est du Jupivore, il y a d'autres même qui affirment que ça va encore renforcer la cherté de la vie. Votre avis? En ce qui concerne les nominations, je pense que un président de la République, même un chef d'entreprise, quand il nomme, il assume ses nominations. Et on doit l'attendre au résultat. Donc, a priori, je ne peux pas dire si c'est bon ou si ce n'est pas bon. J'ai mon point de vue sur la situation, mais le président de la République sait pourquoi il a fait. Donc, il faut l'attendre au résultat. Mais votre point de vue justement sur la... Non, pour l'instant, j'observe. Voilà, pour l'instant, j'observe. Mais ce que je peux dire, effectivement, aussi, a priori, c'est budgétivore, parce qu'on peut dire qu'il y a des doublons. Mais celui qui a fait les nominations, il faut l'attendre au résultat. Sinon, effectivement, je pense que ce gouvernement, si ces personnages qui sont chargés d'aller donner des coups de pouce au préfet, au président du conseil, je pense effectivement que ça va coûter très cher. Ça va coûter très cher. Or déjà, comme nous le disions tout à l'heure, nous avons une économie aujourd'hui qui n'est pas rose. La situation économique en Côte d'Ivoire n'est pas rose. D'accord. Alors, si vous aviez un message aux politiques et puis aux Ivoiriens, ce serait lequel? Mais c'est de souhaiter que la Côte d'Ivoire puisse aller vers la décrispation. Mais en faisant en sorte que nous ayons un pays où il y a l'état de droit. Un pays où tout est mis en œuvre pour que la démocratie puisse fonctionner dans les meilleures conditions possibles. Un pays où la justice puisse être égale pour tous. Je pense que ce qui peut donner à la Côte d'Ivoire la prospérité que chacun d'entre nous souhaite. Et puis une économie qui a tous les atouts pour être prospère. C'est vrai, nous avons la pandémie et bien d'autres choses qui freinent notre économie. Mais notre économie a les moyens d'être excellente. Je vois que ces derniers temps, le gouvernement a entrepris des actions dans les entreprises pour faire des audits.
pour un certain nombre d'observateurs, c'est une façon de chercher à mettre en confiance la communauté internationale, parce que beaucoup d'observateurs pensent qu'il n'y aura véritablement pas de sanctions, donc on les attend au tournant. Si on entreprend des actes d'audit, il faut aller jusqu'au bout, parce que tout le monde sait effectivement que la gouvernance et l'économie effectivement chancellent, parce que la gouvernance n'est pas bonne. La gouvernance n'est pas bonne. Des journaux l'ont écrit, nous l'avons lu. On voit des immeubles poussés comme des champignons dans tous nos quartiers, surtout à Cocody et même aux alentours d'Abidjan. Et le plus souvent, c'est le fait de fonctionnaires qui, a priori, ne vivent que de leur salaire. Et pourtant, ils font des immeubles de 10 étages, de 8 étages. On se pose la question de savoir d'où viennent les revenus qui leur permettent d'entreprendre ces réalisations. Et le plus souvent, encore, ce sont des chefs d'entreprise publiques. Donc, effectivement, ces audits sont les bienvenus, mais il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas tromper les gens, il ne faut pas tromper les citoyens, la communauté nationale et la communauté internationale. Il faut aller jusqu'au bout. C'est ça aussi la parole donnée. Voilà. Merci.